Bon, 1989, c'était un autre point tournant, je pense, dans ma vie personnelle et professionnelle, dans le sens que je reçois une nouvelle invitation de l'Université d'Hawaï pour venir passer une session au département de géographie, comme la première fois en 1974. Et puis, je suis arrivé un peu de nulle part, parce que j'avais coupé les liens avec le Pacifique. Ça faisait peut-être 12, 15 ans que j'avais, 12 ans peut-être que je n'avais pas mis pied dans la région, un peu parce que la distance, l'éloignement, mais aussi je me sentais ici à Québec un peu seul sur le plan intellectuel. Il y avait quelques anthropologues à Québec et à Montréal qui travaillent dans le Pacifique, mais c'était toujours très ciblé. Moi, mon peuple, ma tribu, mon village, et puis il n'y avait pas de partage au niveau de la dynamique régionale, ce qui était beaucoup plus mon expérience. Alors, et puis aussi, mes collègues en géographie pensaient que ce n'était pas très sérieux, ils travaillent dans le Pacifique, je devais passer mon temps allongé sur la plage d'une île paradisiaque, et puis, enfin. Mais voilà, alors j'avais un peu abandonné la région, mais je reçois cet appel d'Honolulu, et puis je dis, mais voilà, j'y retourne, et puis c'était un moment important dans le sens que si j'étais en géo, on avait créé les dernières années à Hawaï un centre d'études sur le Pacifique, le Center for Pacific Island Studies, interdisciplinaire mais dirigé par un anthropologue, Bob Keist, que je connaissais assez bien, et puis qui était devenu un peu la plaque tournante des études océaniennes dans le milieu anglophone. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour toutes sortes de raisons, avaient choisi un peu de s'éloigner de la région à la faveur de l'Asie, de l'Est et du Sud-Est asiatique. Et puis, bon, le centre de Center for Pacific Island Studies, donc, a attiré des jeunes océaniens pour faire maîtrise et doctorat. Et puis, il y avait aussi quelques chercheurs et professeurs originaires du Pacifique à l'université. Donc, il y avait une sorte de bouillonnement. Et puis, ce centre avait créé une revue qui est devenue la principale revue anglophone de langue anglaise sur le Pacifique, The Contemporary Pacific, qui est un peu la contrepartie anglaise du journal de la Société des océanistes, côté français. Alors, il y avait ce ferment intellectuel, et puis en arrivant là, j'avais le sentiment d'être un peu projeté dans la modernité du Pacifique, un peu la contestation sur des essais nucléaires, des essais des missiles intercontinental ballistic missiles, et puis donc je me trouvais un peu dans un Pacifique qui revendiquait sa place sur la scène internationale. Et puis j'arrive un peu comme un revenant. Puis d'ailleurs, on m'a demandé, quelques personnes, mais vous, où est-ce que vous avez été tout ce temps-là? Et puis ça, c'était un peu un choc pour moi, dans le sens, pas juste sur le plan intellectuel, mais là, je commence à réaliser jusqu'à quel point l'Océanie était aussi un milieu d'appartenance pour moi. C'est là où j'avais été formé sur le plan scientifique en Australie, mais c'est là en Mélanésie où je suis arrivé un peu à l'âge adulte. Donc, les Océaniens, surtout les Mélanésiens, étaient un peu des références pour moi, qui m'avaient beaucoup influencé au niveau des valeurs, mes choix, enfin, des événements marquants. Donc, j'arrive un peu comme un revenant, mais aussi avec un autre bagage intellectuel inspiré de mes travaux sur l'Amérique française, qui était toujours dans le domaine de la culture, mais où le lien
n'était plus culture nature, mais culture politique. Politique au sens large. L'insertion d'une collectivité culturelle, espace, collectivité culturelle linguistique, qui cherche à affirmer sa place, prend le pouvoir sur le plan politique, qui était radicalement différente par rapport à mon expérience initiale en Océanie, où je m'intéressais à l'économie, à l'univers tribal, la ruralité, les économies vivrières. Et puis, c'était également un contexte, cette première expérience, aux années 60, 70, où les Océaniens, il faut bien l'admettre, étaient plutôt un objet d'étude pour moi. J'étais le chercheur qui débarque, qui arrive de loin, et puis et donc c'était un peu un terrain où on a élaboré des concepts en écologie culturelle, par exemple, et puis alors c'était un espace un univers qui me nourrissait sur le plan intellectuel, mais pas consciemment sur le plan humain. Alors, j'arrive dans le Pacifique, je reviens dans le Pacifique des années 90, et puis je constate, pour citer un vieux marxiste français, Jean Chénault, c'était plus l'Eldorado des anthropologues, le Pacifique. Et puis le champ de l'écologie culturelle s'est effacé devant les avancées de l'écologie politique. Puis je n'étais pas là-dedans, je n'étais pas dans l'écologie politique. Alors voilà, tout avait changé, et puis je voyais en même temps les parallèles entre mon expérience en francophonie nord-américaine et puis ce nouveau Pacifique qui était en train d'affirmer sa présence sur la scène régionale et internationale. Donc, j'ai décidé, pendant mon séjour, mes 6 mois à Hawaï, sur le champ, j'ai décidé que je retourne dans le Pacifique. Et puis je m'intéresse dorénavant plus aux liens culture-nature, mais aux liens culture-politique, donc au sens large. Alors voilà, je rentre à Laval et puis je commence à regarder et puis voilà, il y a un poste annoncé à l'Université du Pacifique Sud et puis je prends la direction, je deviens professeur de géographie, head of department, c'est un peu la logique européenne dans le Pacifique anglophone, la chaire de géographie à l'université et puis je prends un contrat de 3 ans, je prends congé du département à Laval et puis j'arrive à l'Université du Pacifique Sud. Maintenant, l'Université du Pacifique Sud, c'est un milieu très intéressant, dans le sens que c'est un milieu régional, une université régionale ou internationale qui desservait 12-13 pays du Pacifique, de la région du Pacifique insulaire. Une université formée au début des indépendances nationales, au début des années 70, financée largement par les pays membres et puis par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, un peu la France aussi. Et il y avait des étudiants de Vanuatu, des îles Marshall, des îles Cook, Salomon, Samoa, partout dans le Pacifique. Donc, un environnement vraiment international où on formait l'élite de demain de la région. Tu sais, la classe politique, la classe dirigeante a été formée dans cette université-là. Et puis,
à partir de ce moment-là, j'ai passé les années 91, 92, 93 là, je vis une expérience qui est radicalement différente, dans le sens que les Océaniens deviennent mes étudiants, mes collègues, mes voisins, mes supérieurs immédiats, mes amis. C'était un milieu de vie très actif sur le plan intellectuel, et puis un milieu de vie donc où je plonge dans la modernité du monde, dans la modernité océanienne, dans les grands enjeux régionaux. C'était aussi un passage intellectuel assez important pour moi, dans le sens que je reprends contact avec deux amis universitaires que j'ai connus étudiants en Australie, que j'ai connus jeunes. Un géographe français, Joël Bonnemaison, et puis l'autre, un anthropologue tongien, Epeli Wafa. Joël, les deux qui sont maintenant décédés, mais des amis de longue date qui tous les deux étaient très impliqués dans la région, profondément engagés. Joël envers sa société d'accueil qui était à Tano, au Vanuatu, mais qui avait été en poste un bon bout de temps en Nouvelle-Calédonie aussi. Et puis Epeli, son engagement envers sa société d'appartenance, qui était l'Océanie, dans le sens que c'était un Océanien qui avait un parcours très intéressant. Tongien, né en Papouasie-Nouvelle-Guinée de parents originaires de Tonga, qui avaient été formés en Australie, aux Fidji, et puis ensuite à Montréal, de retour en Australie, et puis qui a fini par travailler à l'Université du Pacifique Sud. Donc, un homme du Pacifique qui avait une identité clairement régionale, une nouvelle identité très large et généreuse. Et puis, ce qui est intéressant, je me rappelle encore, Epeli insistait toujours pour appeler des gens son peuple, les Oceanians. Tu sais, puis c'est le terme français et allemand, on dit Océanien. Mais dans le milieu anglophone, on dit toujours Pacific Islanders. Et puis ça l'écœurait, parce qu'il trouvait que c'est un jugement un peu méprisant des gens. Vous êtes tout petits, isolés sur les îles, au bout du monde, ici. Non, nous sommes des Océaniens qui sont citoyens du plus grand océan du monde. On est des gens d'envergure, tu sais, qui avons un espace énorme d'appartenance. Alors, voilà. Pourquoi ces deux personnes m'ont beaucoup marqué sur le plan amitié, sur le plan intellectuel, sur le plan humain? Ils pratiquaient ce que moi j'appellerais peut-être la pensée latérale. Tu sais, ils bougeaient latéralement, traverser les frontières des disciplines, et puis ils naviguaient entre objectivité, objectivité scientifique et subjectivité littéraire. Tu sais, ils mettaient les deux faisaient partie, deux axes d'un même espace de réflexion, d'action. Alors, Joël, que j'ai connu comme ça quand j'ai étudié à Canberra, lui est arrivé d'Afrique. Tu sais, il était Orstom, ce qu'on appelle orstomien à l'époque. Il travaillait pour l'IRD, il s'intéressait aux structures agraires, il avait étudié, fait une recherche au Madagascar, et puis il est parti de là, et puis
il avait tout mesuré, tout pesé, tout observé, tout ça. Puis il avait le sentiment, en quittant les hautes terres de Madagascar, qu'il avait manqué l'essentiel, que les gens restaient quelque peu mystérieux pour lui. Il avait beaucoup observé, mais il n'avait pas saisi, il n'a pas réussi à entrer dans leur monde et puis voir jusqu'à quel point les gens étaient maîtres de leur destin. Alors au Vanuatu, il arrive, il s'assoit avec les gens, il boit du kava avec eux, il passe de longues nuits à partir vers les étoiles et puis juste côtoyer et puis partager la vie des gens et se mettre à leur écoute et puis tranquillement les gens de Tanna ouvrent la porte sur leur univers de références, de symboles, de leurs mythes, leur champ culturel au sens large. Et puis, c'était je pense, une révélation pour lui. Il ne pouvait plus pratiquer une géographie qui était limitée à la seule mesure. Donc, il a investi l'espace culturel au sens large et puis se mettait à parler du regard amical que les gens de Tanna avaient sur leur pays, sur leur paysage, sur leur milieu tribal. Donc, il s'est mis à faire des allers-retours entre la recherche dite objective, le regard foi, et puis ce qu'il appelait dans ses écrits plus tard l'approche essayiste, qui était beaucoup le domaine de la subjectivité culturelle que vous connaissez bien en anthropologie. Quoi. Bon, alors Joël est resté géographe, tu sais, mais sur les marges, vraiment sur les marges, et puis ethnogéographe dans le fond. Là où Epeli s'est éloigné de l'anthropologie. Tu sais, il avait fait une étude classique pour son doctorat, une étude communautaire sur les Mékéos de la Nouvelle-Guinée. C'était celui qui arrivait de l'extérieur, qui observait, qui décrivait, et tout ça. Puis, après son doctorat et puis son retour dans le Pacifique à titre d'enseignant au Fidji, puis à Tonga, il a dit non, c'est pas ça, je suis océanien, je travaille pour et avec mon peuple. Ce ne sont pas des objets d'intérêt pour moi. Et puis, il s'est mis à écrire des romans, genre rabelaisien, son sentiment d'humour, surtout sur la lecture que les Occidentaux faisaient du milieu océanien, les échecs et puis les incompréhensions dans les stratégies de développement et tout. Et puis finalement, là où je l'ai retrouvé au Fidji, il consacrait les dernières années de sa vie à la mise sur place et la direction d'un centre, un Oceanian Center for Arts and Culture. Donc un grand centre culturel, un peu aussi la contrepartie, toute proportion gardée du centre Chibo en Nouvelle-Calédonie. Et puis là, c'est ça, centre Chibo en Nouvelle-Calédonie, c'est là où j'arrive. C'est pendant mon séjour au Fidji que je trouve le Sion, qui devient le centre de mes préoccupations, de mes intérêts, pendant les 10, 15, 20 ans qui vont suivre. Et ça, en la personne de Jean-Marie Tjibaou. Et sa parole, ses gestes, sa vision du champ culturel, du destin de son peuple, des rapports entre passé, présent et avenir. Et puis ça, c'était sans doute la dernière, avec Tjibaou, c'était la dernière expérience marquante pour moi qui a déterminé ce que j'ai fait
l'essentiel de mes travaux, mes intérêts pendant les années 90 et puis 2000. Et puis qui m'a réussi, je pense, ou qui m'a donné le sentiment d'un certain retour, d'être revenu un peu au point de départ, de boucler la boucle sur le plan intellectuel. Et puis, je m'explique, donc, Jean-Marie Thibault, je parle de lui, mais ici au Québec, au Canada, c'est qui? C'est loin. Alors, Jean-Marie Thibault est un Kanak, autrement dit, un Mélanésien de la Nouvelle-Calédonie, cette lointaine colonie française qui avait été d'abord qui avait une colonie qui est toujours profondément marquée par son passé de bagne, l'équivalent du bagne australien pour les Anglais, mais aussi une des rares colonies de peuplement français. C'est la colonie de peuplement. La France en avait deux, l'Algérie et puis la Nouvelle-Calédonie. C'était l'expérience coloniale de la France est très différente par rapport à l'expérience anglophone. Enfin, un pays, une colonie marquée par une fracture terrible entre colons, immigrants de toute provenance et puis peuple autochtone, le peuple kanak. Qui avaient été marginalisés, refoulés, chassés dans les montagnes, enfermés dans les réserves, et puis qui sont devenus, après la Deuxième Guerre, minoritaires dans leur propre pays. Donc, vivaient un drame terrible d'alcoolisme, tout ça, comme dans le Grand Nord. Une société brisée. Et puis... Thibault avait décidé de travailler pour son peuple, de se mettre au service de son peuple. Un homme qui né dans le fond, qui a grandi dans la période de l'après-guerre, un homme qui, avec le recul, on voit comme étant un véritable homme d'exception, un grand homme, un peu comme les Martin Luther King et puis d'autres de son Nelson Mandela, dans le contexte, lui, dans le contexte calédonien. Ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi personnellement, puis ce qui est intéressant pour nous, je pense, c'est qu'il a vécu plusieurs passages dans sa vie, dans le sens qu'il est né, puis il a passé ses premières années, une partie de son enfance au milieu tribal. Ensuite, il est passé au pensionnat, un pensionnat catholique, au séminaire. Il est devenu prêtre. De la prêtrise, il est passé aux études sociales, aux études en sciences sociales et puis en anthropologie en France. Il retourne en Nouvelle-Calédonie au début des années 70 et puis il commence à faire de l'action sociale et puis ensuite il passe au champ politique. Toujours dans une perspective, un peu comme nous, de comprendre ce qui est arrivé à son peuple et puis ensuite tout faire en tant que Kanak pour améliorer leur sort jusqu'au point où ils seraient invités à bien assumer leur présence, leur rôle en ville, prendre la direction de leur pays et puis jouer, contribuer à notre réflexion, je dirais internationale, globale, sur l'avenir du monde. C'est dans le sens qu'il affirmait que les Kanaks, le peuple mélanésien, a quelque chose à contribuer à notre réflexion sur le destin du monde, sur le plan environnemental, sur le plan relations humaines et tout ça. Donc,
aux années 80, au début des années 80, il est devenu chef du mouvement indépendantiste parce qu'il jugeait que son peuple avait, en tant que premiers habitants du pays, avait le droit de devenir, d'obtenir leur indépendance de la France, mais ensuite, dans un esprit mélanésien, ensuite pouvoir accueillir les autres résidents du pays, de vivre parmi et avec eux. Donc, toujours dans l'esprit de la main tendue. Et puis un geste fraternel et en paix. Enfin, la Nouvelle-Calédonie a passé par une période où le pays, aux années 80, a frôlé la guerre civile. Vers la fin de cette période-là, il avait été assassiné par un frère kanak, et puis tout est arrivé. S'est arrêté à ce moment-là, et puis on est débouché sur des plans de pays, un plan de paix pour la Nouvelle-Calédonie, animé surtout par Michel Rocard, et puis on connaît la suite, les accords de Matignon, puis les accords de Nouméa. Alors voilà, mon intérêt pour la vie et l'œuvre de Chiba m'est arrivé presque par hasard, parce que je connaissais à peine la Nouvelle-Calédonie, puis l'histoire de la présence française dans le Pacifique. Mais c'est que, comme ça arrive souvent dans le milieu universitaire, quelqu'un me demande de faire le compte-rendu d'un ouvrage sur la renaissance culturelle du Pacifique pour la revue Ethnie en France. Et puis je commence ma lecture du numéro spécial, et puis je tombe sur un entretien avec Jean-Marie, où il livre un peu sa vision de son peuple, de son pays, et puis du monde océanien. Et puis sa lecture, son regard m'impressionne, me bouleverse. J'entends une voix mélanésienne qui s'adresse à la fois aux frères Kanak, aux autres habitants de son pays, les Français, puis les Kabyles, et puis les Tahitiens, aux Océaniens en général, et puis d'une certaine façon au monde moderne dans son ensemble. Et puis dans cet entretien qui a eu lieu au début des événements en Nouvelle-Calédonie, on appelait ça les événements là-bas, où on frôlait la guerre civile entre indépendantistes et loyalistes. Il fait un plaidoyer en faveur de la réconciliation entre Kanak et non-Kanak de son pays, entre la ville et la campagne, entre l'État et les tribus. Autrement dit, entre un peu les gens d'ici et les gens d'ailleurs, entre la tradition et la modernité. Il embrasse la complexité du monde moderne dans sa réflexion. Et puis, je suis ému, je me sens interpellé, et puis, alors, je décide sur le champ de partir sur les traces de cet homme qui était décédé depuis 4-5 ans. Et puis, étant au Fidji, j'étais à 2 heures d'avion de la Nouvelle-Calédonie, j'avais mon copain Joël Bonnemaison là-bas, je connaissais d'autres Orstamiens, et puis ça part comme ça, et puis je me mets à apprendre à tout découvrir sur le parcours, et puis sur les valeurs, et puis de cet homme, et puis sur les enjeux de la Nouvelle-Calédonie. Et puis j'ai pris une quinzaine d'années à produire un livre sur lui, une biographie, mais ça c'était un peu parce que je suis rendu à une étape dans ma vie où je faisais plus d'administration que d'enseignement et de recherche. Donc c'était un travail à temps perdu, essentiellement. À mesure que j'avance sur le chemin
à la recherche de Jean-Marie Thibault, je découvre encore une fois une autre révélation pour moi que ce sont deux anthropologues qui l'avaient beaucoup marqué. D'abord, qu'il avait beaucoup marqué dans son désir de comprendre le drame et le défi de son peuple. Le premier était Roger Bastide. Il a étudié avec lui à Paris, il a suivi des séminaires avec lui, ses interrogations sur le mythe, le sacré, et puis la société en crise, parce que Bastide avait été au Brésil aux années 30, et puis s'intéressait beaucoup aux Noirs brésiliens, et puis par la suite, je pense aux Noirs américains. Enfin, Bastide, société en crise, et puis toute la question des relations interculturelles. Puis l'autre anthropologue qui l'a beaucoup marqué, c'était Maurice Linhart, qui était un pasteur protestant, allé en Nouvelle-Calédonie en tant que missionnaire au début du XXe siècle, et puis qui s'était pris pour le peuple kanak. Est devenu s'est plongé qui s'attache aux gens, plonge dans leur univers de mythes spirituels, sacrés encore une fois. Et puis à un moment où les Kanaks étaient menacés de disparition. Enfin, et puis bon, par la suite, Linhart devient ethnologue à l'École pratique des études à Paris. Et puis bon, Thibault a dit à de nombreuses reprises que sa dette envers ces deux hommes était énorme. Il devait en partie à Linhart, c'est même sa propre connaissance de la culture kanak. Enfin, pour poursuivre mon chemin à moi, donc je passe mes 3 ans aux Fidji, je rentre à Laval et puis je décide, mais écoute, l'Océanie, Thibault, l'Océanie contemporaine est devenue tellement importante pour moi que je tiens à y retourner. Donc en 97, je démissionne ici et puis je prends la direction d'une école des sciences de la Terre à l'Université de Sydney en Australie. Pourquoi l'Australie? Un milieu intellectuel que je connaissais très bien, j'avais beaucoup de collègues là, mais aussi tout près du Pacifique, tu sais, à 2 heures, 3 heures d'avion de la Nouvelle-Calédonie, Fidji, un pays où le Pacifique était très présent, non seulement dans les musées, mais dans les journaux, dans l'action, dans le domaine politique, donc où je me sentais très à l'aise. C'était très bien sur le plan familial, et puis en même temps, j'étais dans une grande université métropolitaine qui me permettait de un peu poursuivre la recherche que je faisais ici sur la francophonie nord-américaine, et puis terminer mes projets de réalisation, de publication de quelques ouvrages de synthèse sur le milieu nord-américain. Bon, alors je passe 4-5 ans là-bas, et puis bon, ensuite je prends ma retraite, et puis je rentre à Québec, essentiellement, je suppose, pour écrire, et puis pour réfléchir un petit peu aussi sur mon parcours qui est quand même un peu particulier, je pense. Et puis en réfléchissant sur mon parcours un peu à travers le prisme de mes écrits sur Thibault, mes fréquentations du milieu calédonien, puis des gens qui l'ont, ses compagnons de route et de lutte, je me suis dit, mais j'ai le sentiment que je suis revenu à travers lui
un peu à mes expériences d'une cinquantaine d'années plus tôt, en France et en Suisse, avec le service civil international, le prêtre ouvrier, la main tendue, l'urgence de construire un monde meilleur pour assurer non seulement l'épanouissement de son peuple, mais sa survie même. Et puis voilà, à travers tout ça, je me suis dit, mais peut-être tout le long, à travers quand même les changements sur le plan terrain, puis champ d'intérêt, ce qui m'a toujours intéressé, c'est un peu la défense de la diversité culturelle, l'importance, l'urgence de pouvoir lire le monde à travers les yeux de l'autre, et puis cette quête de monde, un monde meilleur. Ça, c'est sur le plan culturel, et puis peut-être sur le plan proprement intellectuel, institutionnel, une certaine résistance ou une résistance certaine face à la compartimentation du savoir, et puis les écoles de pensée désincarnées. Vous savez, je me rappelle quand j'ai enseigné aux étudiants océaniens au Fidji, ils me disaient très souvent, mais vous nous donnez des lectures, des ouvrages faits par des chercheurs métropolitains sur nos cultures, sur nos pays, sur nos peuples, mais on ne se voit pas là-dedans. On n'est pas là, c'est pas nous ça. Et puis je dis, mais peut-être nous, on est animés pas uniquement par un besoin de connaître, mais un besoin de répondre aux exigences, aux grands débats, plutôt désincarnés, qui se passent dans les corridors du pouvoir, dans ce qui sont pour eux des pays lointains. Si je dis tout ça, c'est pour expliquer aussi pourquoi depuis une vingtaine d'années, depuis un peu des années 90, mais de mon retour, je me suis approché du milieu de la géopoétique. La géopoétique, c'est un courant de pensée qui a été lancé par un essayiste littéraire, poète franco-écossais. Un Écossais qui demeure en France depuis une quarantaine d'années, qui a toujours été un grand défenseur de ce que lui, il appelle un certain nomadisme intellectuel. Puis il a fondé quelque chose qu'il appelle l'Institut international de géopoétique, qui réunit un peu, cherche à embrasser trois courants, je dirais, de pensée. Le courant scientifique, le courant philosophique et puis le courant littéraire et artistique. Où tous ces milieux-là sont intéressés, chacun à sa façon, par nos rapports à la Terre au sens large, aux terres avec T majuscule. Le milieu de la géopoétique, peut-être, est à prédominance littéraire, où les littéraires sont très présents. Donc, ce n'est pas animé par le même sentiment d'urgence qu'on trouve chez un leader océanien comme Jean-Marie Thibault. C'est plus cérébral, plus littéraire, choral, et plus centré sur les civilisations urbaines et industrialisées, ces préoccupations. C'est plus centré sur le texte que sur le terrain. Mais il y a la même certitude, même le refus des certitudes disciplinaires et civilisationnelles, et puis je me sens bien là-dedans. Et je pense que c'est pourquoi je suis tombé à un moment donné sur une citation de Max Weber. Et puis Max Weber qui a dit à un moment donné à un collègue qui le critiquait pour le fait qu'il écrivait hors de sa discipline. Max Weber lui a répondu tac pour tac,
je ne suis pas un âne et je n'ai pas de chant. Alors voilà, j'aime bien la réaction de Weber et j'ai même écrit un petit texte à un moment donné coiffé par cette phrase-là. Enfin, c'est ça. Pour conclure, je dirais ce qui est important pour moi, donc central pour moi, et puis m'a toujours marqué, c'est ce nomadisme géographique, nomadisme intellectuel, célébration de la diversité culturelle, importance du terrain, du contact avec le réel, la parole des gens qui vivent au et dans le monde, et puis cet mélange de savoir et de sensibilité dans notre lecture du monde. Les deux sont les deux versants d'une seule réalité, une seule façon d'apprivoiser et comprendre, et interpréter et comprendre le monde. Et puis je pense peut-être que ce sont toutes ces considérations qui m'aident à comprendre pourquoi j'ai toujours gravité autour de l'anthropologie, mais sans toutefois devenir anthropologue. Merci.